Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale. À mes côtés aujourd'hui, Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, Ousmane Diaye du Courrier International et Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1. Au sommaire, qui pour succéder à Nkosazana Dlamini-Zuma, l'actuelle présidente de la Commission de l'Union africaine, n'est pas candidate à sa succession. 3 candidats briguent le poste. Le futur président de la Commission sera élu au cours du prochain sommet qui se tiendra à Kigali au mois de juillet. Liberté de la presse en Afrique au lendemain de la célébration de la 25e journée mondiale de la liberté de la presse et à la veille du procès au Cameroun du correspondant en Haoussa de RFI, nous ferons le point de la situation dans les pays cités dans le dernier rapport de Reporters sans frontières. En 2009, en succédant au Gabonais Jean Ping, Nkosazana Dlamini-Zuma devenait la première femme à diriger l'organisation panafricaine. Il y a un mois, elle annonçait ne pas être candidat à un second mandat, certainement tentée par une carrière politique en Afrique du Sud. Que retiendra-t-on de son action à la tête de l'Union africaine, Jean-Baptiste Placa ? Ça, c'est une question piège. Je pense que son élection a suscité beaucoup d'enthousiasme. On s'est dit, voilà, enfin une femme à la tête de cette organisation. Au bout du compte, on s'aperçoit qu'elle a plutôt utilisé l'institution pour conforter en quelque sorte son curriculum vitae. Et je ne sais pas, il y a des moments précis où on l'a attendue, elle n'était pas là. Par exemple, quand les Mozambicains, les Zimbabwéens se faisaient tabasser en Afrique du Sud, elle était absente. Et aujourd'hui, elle s'en va après un mandat parce que ça lui a suffi pour prétendre avoir la dimension qu'il faut pour diriger son pays. C'est assez triste. Je ne sais pas quoi citer, à part quelques opérations de communication, quoi citer comme... fait marquant de sa politique. Absolument. C'est un avis que vous partagez, Ousmane Diaye ? Oui, moi je retiendrai surtout le camouflet du Burundi où, après avoir véhément dit, sans doute précipitamment, qu'il y aurait une intervention militaire de l'Union africaine sans en préciser les conditions dans un État souverain, membre de l'Union africaine, avant de faire volte-face. Ce camouflet est assez, c'est assez emblématique de son mandat. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'opérations de communication, de choses annoncées et très peu de choses faites. Et au-delà du fait qu'elle soit une femme, elle avait aussi cet avantage que c'était le premier patron de l'Union africaine à être ressortissant d'un pays leader sur le continent, l'Afrique du Sud. Donc, derrière, il y avait une diplomatie, il y avait un pays qui est quand même le leader ou un des leaders phares du continent. Donc, elle avait plusieurs atouts et on a l'impression qu'à la fin, rien. Beaucoup de choses gaspillées. Stéphanie Hartmann, déception également de ce mandat de Madame Zuma. Je vais prendre sa défense un peu après, mais Ousmane a tout à fait raison. Elle a été élue en 2012 suite à une campagne intense déjà de l'Afrique du Sud, de la diplomatie sud-africaine, et aussi elle a été élue face aussi aux critiques de Jean Ping, qui était quand même candidat à sa propre succession, qui a perdu cette élection. On lui reprochait notamment de ne pas avoir su porter la voix de l'Union africaine sur la scène internationale, notamment sur le dossier libyen, après l'intervention de l'OTAN en Libye. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, l'Union africaine est totalement absente de la résolution de la crise en Libye, donc elle n'a pas réussi là où on l'attendait. Et pour sa défense, je pense que la fragilité, le peu d'efficacité de l'Union africaine dans les crises qui frappent le continent est due moins à une question de personnes qu'à une question structurelle. C'est-à-dire que tant qu'on ne posera pas la question de critères de convergence, ou en tout cas de grands principes sur lesquels on s'accorde et de grands principes qu'on respecte, l'Union africaine ne pourra pas être très efficace en termes politiques, sur le plan politique. Jean-Baptiste Placa. Ce qui se passe avec l'Union africaine est exactement ce qui se passait avec l'OUA. En fait, les chefs d'État considèrent la présidente de la Commission comme leur secrétaire, tout simplement leur porte-parole, quand ils avaient une parole à faire porter. Et vous voyez, Alpha Oumar Konaré a fait un mandat
Jean Ping également. Il était dégoûté, il est parti. Jean Ping, lui, voulait faire un second. Il a été chassé, en quelque sorte, avec une campagne intense, comme si l'Afrique du Sud venait réaliser quelque chose et elle n'a rien réalisé du tout. Et puis, bon, encore une fois, c'est l'utilisation de l'institution par cette dame qui avait quand même une certaine envergure déjà dans son pays, qui est en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que voilà, elle était ministre des Affaires étrangères et maintenant elle retourne pour prendre la succession de son mari, pour son couvrir ex-mari, Jean-Baptiste. Ouais, son ex-mari, ouais, bon, pour couvrir les arrières de Jacob Zuma. Tout cela est assez décevant. Alors, je précise qu'elle a succédé à Jean Ping en 2012 et non pas en 2009, comme je l'avais annoncé. Ousmane Diaye avait un candidat qui était présenté comme favori, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères d'Algérie, Ramtan Lamara. Comment expliquer son récent retrait de cette candidature Enfin, moi, je n'ai pas d'explication, mais il faut quand même souligner quelque chose qui peut, au moment de l'élection, enfin, du vote sur le prochain patron de l'Union africaine, poser problème. L'Afrique du Sud, à l'époque, avait pris le risque de rompre l'équilibre non écrit, tacite et très fragile qu'un État pionnier ou un État leader n'ait pas de candidat. Donc ça ne m'étonnerait pas que... Je trouve que le Nigeria ait une candidature, c'est qui rendrait les choses plus compliquées, parce qu'à l'époque, le Nigeria avait vivement protesté. Après, le candidat algérien, il est à l'évident, il connaît bien la maison, enfin, il avait le profil de l'emploi. Après, je ne sais pas qu'est-ce que l'Algérie a négocié ou disait avec tel autre État. Ça reste... pardon ? Le profil de l'emploi et... il connaît la maison. Il connaît la maison. Après, l'emploi, moi, je ne le sais pas et je crois que ça reste... L'inertie, le profil, c'est l'inertie, c'est ça Non, moi je pense qu'avant de définir le profil, il faut définir le projet. Enfin, moi, j'aime bien rappeler cet article assez provocateur à l'époque de l'élection de Dlamini Zuma, cet article d'Axel Kabou qui se demandait est-ce que l'Union africaine est un projet africain. Bien sûr. Dans le sens où elle soulignait l'incapacité des États à financer même l'organisation en termes structurels, en termes de trucs. Et elle démontrait, le pays de sécurité est financé par l'Union européenne. Par l'Union européenne, c'est ça. Et se demander, est-ce que déjà c'est viable une structure qui est financée, enfin le nouveau siège a été construit par les Chinois, l'essentiel du budget, enfin une bonne partie provient de l'Union européenne et de l'aide extérieure. Kadhafi finançait Kadhafi finançait beaucoup et depuis sa disparition, l'Union est un peu aux abois. L'Union africaine n'était pas plus efficace quand Kadhafi finançait. Non. Mais elle avait les moyens de fonctionner. Alors, il y a 3 candidats aujourd'hui qui restent en lice, 2 ministres des Affaires étrangères, notamment la ministre des Affaires étrangères du Botswana, celui de la Guinée équatoriale et puis l'ancienne vice-présidente de l'Ouganda. Alors, 2 candidats d'Afrique australe, et c'est-à-dire que l'Afrique australe est plus intéressée par la question de l'unité africaine. Je ne sais pas si l'Afrique australe est plus intéressée par les questions d'unité africaine. En tout cas, il semblerait que la SADC souhaiterait garder la présidence en quelque sorte, de la Commission de l'Union africaine. Jean-Baptiste Placard. Oui, bon, je pense que le poste, en réalité, n'intéresse plus personne. Et le Botswana est plus qualifié, entre guillemets, que la Guinée équatoriale. C'est-à-dire qu'on attend de la présidente ou du président de la commission qu'il puisse rappeler à certains moments un certain nombre de valeurs qui devraient être celles de l'organisation. Et justement, je parlais de la xénophobie et presque des ratonnades dont étaient victimes les étrangers africains en Afrique du Sud, sans que l'Union lève la voix pour dire non, il n'est pas possible que dans cette organisation qui a vocation à devenir les États-Unis d'Afrique, on maltraite autant des Africains dans un pays africain. Ousmane Diaye, l'Union africaine n'intéresse plus personne. C'est ce qui explique
le nombre réduit de candidats au poste. Oui, sans doute. Et en tout cas, il y a quelque chose de symptomatique dans toutes ces candidatures qui se dessinent. Enfin, tout se négocie en termes d'État, en termes de stratégie, d'intérêt immédiat des États. Moi, je ne me rappelle pas une élection du secrétaire général de l'Union africaine où on a parlé de projet. C'est-à-dire qui connaît le projet de ces 4 candidats? Qui a entendu parler de projet ou de vision, ne serait-ce minimale, de l'institution qu'ils ont, ces candidats? On a l'impression que c'est des États qui chapeautent, mon tour est passé, c'est mon tour, etc. Tout le débat électoral tourne autour de ces petits arrangements, tantôt géopolitiques, tantôt politiques intra-régionales. Enfin, c'est le tour de qui? Enfin, j'ai l'impression que c'est une tontine. Apparemment, comme disait Jean-Baptiste Placas, c'est la SADC qui est en tête de liste, puisqu'elle veut terminer le mandat de Mme Zuma. Qui souhaiterait, je pense que c'est un bon poste diplomatique en termes d'individus. Vous avez dit que Nkosazana Dlamini-Zuma s'était servi de ce poste pour perfectionner ses ambitions, compléter son CV. Et ceux qui sont candidats aussi à la prochaine élection, il y a de grandes chances que ce soit aussi pour leur parcours personnel. On parle également, moi, je sais pas, je crois que c'est la liste qui a été dévoilée, mais on parlait de Jean-Claude Delestrac, qui est un Mauricien. Qui a aussi candidat beaucoup d'ambition à la francophonie. Voilà, qui a essayé la francophonie, qui a pas réussi, donc qui peut-être à un moment ambitionnait l'Union africaine. Je voulais revenir sur le mandat de Nkosazana Dlamini-Zuma. Il y a quelque chose qu'elle a fait, c'est l'agenda 2063, qui était une vision, alors sur 50 ans du continent africain, une vision qu'on peut critiquer, mais ça reste une vision. C'est-à-dire, ce projet était déjà dans les cartons depuis très longtemps. C'était les rêves de Jean-Baptiste Placas. Les rêves de Nkrumah qui n'ont jamais été réalisés, qu'elle projette encore plus loin que ne devraient l'être les ambitions de cette organisation. On a eu, je ne sais plus, dans les années 80, le plan d'action de Lagos qui était un vrai projet d'industrialisation de l'Afrique. Suivi du NEPAD. Le NEPAD, c'est... bon, bref. Dont on connaît le bilan. Ousmane Diaye. Alors, moi, je souligne quand même l'absence de l'Union africaine sur la question économique. On a l'impression qu'on parle beaucoup de conflits, de médiation, alors que pour moi, la mère des batailles sur le continent, la bataille économique... Il y a d'autres qui s'occupent de l'économie. Vous voyez, par exemple, on parlait justement d'un candidat nigérian, par exemple. Ce n'est pas possible parce qu'à chaque sommet de l'Union africaine, comme de l'OUA hier, à la tribune, il y a le président de la Banque africaine de développement. Il a une place à la tribune. Ça veut dire que quand on parle d'économie, de développement de ce continent, la BAD est comme, disons, le sous-traitant de l'Union africaine. Ce qui est problématique, parce qu'on ne peut pas délier la question du développement, qui est une question politique pour moi. La question de la monnaie, question de souveraineté, c'est une question politique. On ne peut pas juste s'adosser à la BAD, dont on sait par ailleurs... La BAD est une institution crédible. Et quand, par exemple, on cherche un président pour la BAD, on regarde les CV et non les négociations. C'est pas la BAD qui est en cause. C'est pas tant la BAD qui est en cause que l'absence d'un projet. Et pour moi, ce que je mets en cause, c'est l'absence d'un projet économique. Alors après, avec des objectifs à long terme et à court terme. Stéphanie, je ne le vois pas. L'intégration économique aussi, c'est beaucoup les organisations sous-régionales qui s'en occupent. Qui prennent le relais. De libre-échange. Voilà, c'est aussi déjà... je pense que chacun peut continuer à faire la SADC de son côté, l'UOMA de son côté, la CEDEAO de son côté. Mais la vocation de tout cela est de provoquer la jonction à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui se passe pas, justement. Oui, c'est ça. On est d'accord. On suivra avec beaucoup d'intérêt donc le sommet de Kigali prévu au mois de juillet. Né à 25 ans à Windhoek, en Namibie, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée chaque année le 3 mai. C'est l'occasion de dresser un bilan des pratiques qui, chaque jour, empêchent les journalistes d'exercer leur métier. Je vous propose ce reportage tourné en Somalie et commenté par Ilham Taoufik.
Tous les matins, Mouna Sarr prend le temps de dire au revoir à son épouse. Il n'est pas sûr de rentrer chez lui le soir vivant. Chaque matin, inspecter sa voiture pour être sûr qu'une bombe n'a pas été placée là dans la nuit. Puis, faire la route qui le mène à son bureau en priant pour ne pas tomber dans une embuscade. Mouna Sarr est une cible car il est journaliste à Mogadiscio. J'ai souvent des problèmes et pourtant je fais en sorte d'être le plus objectif possible, de croiser les sources et d'énoncer des versions contradictoires. Mais il y a toujours des gens qui vous accusent de partialité ou de faire des articles qui ne vont pas dans leur sens. Vous êtes face à leur colère, parfois ils vous appellent en vous insultant ou pire, en vous menaçant. Au début de l'année, Mouna Sarr a réchappé de justesse à un attentat. Un kamikaze s'est fait exploser lors d'une soirée rassemblant les gens du métier. Il en est sorti miraculeusement indemne. C'était la panique totale, ça courait dans tous les sens. Certains d'entre nous ont sauté par-dessus les murs pour sauver leur vie. Et les menaces viennent de toutes parts. Les insurgés Chebab, engagés dans une lutte acharnée contre le pouvoir en place, prennent régulièrement les journalistes pour cible. Un reportage jugé défavorable et c'est la tentative d'assassinat assurée. Mais les autorités étatiques ne sont pas les chantres de la liberté de la presse. Violence, intimidation, menaces, arrestations et fermeture arbitraire de médias. Le gouvernement somalien est régulièrement épinglé pour entrave au travail des journalistes. Depuis 2014, selon Human Rights Watch, 10 journalistes ont été tués, 6 ont survécu à des tentatives d'assassinat, d'autres blessés lors de reportages, des dizaines sont détenus arbitrairement. Jean-Baptiste Plaka, le gouvernement somalien n'est hélas pas le seul à entraver la liberté de la presse. Non, on a pris l'exemple extrême, mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres pays où les mêmes choses se passent de manière plus policée, entre guillemets. Et les gens qui sont au pouvoir, qui sont chefs d'État, pensent que les organes d'État leur appartiennent en propre et ils ont tendance à soumettre les journalistes, et ceux qui ne veulent pas se soumettre, justement, sont persécutés ou marginalisés. J'étais, entre guillemets, impressionné de voir quand même que ce journaliste a une voiture, peut-être un certain nombre de petites facilités, et le sort des journalistes sur le continent est dramatique, alors que le journaliste, comme le disait un de nos professeurs, le journaliste africain doit être un agent de développement, c'est-à-dire que son rôle dans, comment dit-on, tout le processus qui consiste à démocratiser, à renforcer l'état de droit et à développer le journaliste. Si le journaliste ne fait pas bien son travail, un pays ne peut pas se développer. Vous verrez que des pays comme le Sénégal, où la presse joue son rôle, sauve une apparence de respectabilité. Et quand il y a des élections, la persévérance des journalistes fait que les résultats, on n'a pas le temps d'aller les retourner dans une arrière-cuisine pour livrer des résultats qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que les électeurs ont décidé. Et je pense que c'est pareil. Dans un pays comme le Burkina, la presse est d'une qualité. Le problème, c'est... Et c'était d'ailleurs en exemple dans le dernier rapport de Reporters sans frontières. Les journalistes burkinabés, moi, j'étais là-bas pour les dernières élections, ils m'ont impressionné par leur sérieux, leur consistance. Et ça, il ne faut pas non plus qu'on rejette tout sur les pouvoirs. Il y a aussi le niveau des journalistes qui est en question. Ousmane Diaye, dans le rapport de Reporters sans frontières, de nombreux pays francophones, alors qu'au dernier sommet de la francophonie à Dakar, les chefs d'État s'étaient engagés à ne pas à veiller à la protection des journalistes.
Enfin, je pense que de sommet en sommet, aucun sommet n'a empêché la dégradation qu'on note de manière générale. Après, il y a les exceptions, le Sénégal, le Burkina. Mais ce que je trouve inquiétant et qui est nouveau, c'est que même dans les grandes exceptions, les pays phares présentés en exemple, il y a une dégradation ces 2 dernières années incroyable. Moi, je prendrais le cas de l'Afrique du Sud et du Kenya. De l'Ouganda également. Oui, le Kenya, par exemple, où cette année, 6 rédacteurs en chef ont été virés pour des raisons plus ou moins politiques. Le dessinateur emblématique de Daily Nation, Gado, a été interdit de caricature. Enfin, pour un pays, le Kenya, où justement la presse avait un très bon niveau, enfin, les structures étaient en place, etc. Même dans un pays comme ça, on note un reflux très fort, enfin, une peur, une restriction qui, à l'évidence, est là. L'Afrique du Sud aussi, il y a de cela 2 ans, a voté une loi extraordinaire sur le secret des sources qui fragilise énormément, je pense qu'une bonne partie, alors que c'est un pays qui a une presse très, très développée, très puissante, en tout cas l'une des plus grandes presses du continent. Le Sénégal, oui, ça tient, mais il y a des tentatives. Hein. Cette année, on a fermé une radio pendant quelques temps. Lors du dernier référendum, le patron de l'organe de régulation a décidé lui-même de son propre fait, parce qu'il est candidat, parce qu'il soutient la majorité présidentielle, de se présenter à la police avec une cohorte de gendarmerie pour menacer de fermer la radio Walfadjri, sans sommation, sans rien. Je pense que oui, il y a des exceptions, heureusement, qui tiennent l'eau du pavé, mais je pense qu'il y a la fragilisation commence à être inquiétant parce que ça touche des pays justement bien installés, enfin avec un système qui marchait jusqu'ici. Ouais. Stéphanie Hartmann. Il faut dire que le contexte international ne joue pas en faveur de la liberté de la presse. De toute façon, RSF, Reporters sans frontières, le note dans son classement. C'est-à-dire qu'elle est en régression un peu partout, dans toutes les régions du monde, pas seulement sur le continent africain. Et en cause aussi de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que sous prétexte de lutter contre le terrorisme, on fait des lois liberticides, en France également. Parfois, le terrorisme est utilisé pour arrêter des journalistes. C'est le cas du correspondant de RFI au Cameroun qui essayait juste d'aller accéder à l'information, voilà, si j'ai bien compris, et qu'on assimile il y a 2 chefs d'accusation contre lui, complicité d'actes de terrorisme et non-dénonciation. Le métier du journaliste consiste à justement aller dénoncer ses sources. Moi, si je suis rédacteur en chef d'un organe quelconque au Cameroun, je serais tellement fier de savoir qu'un de mes journalistes a pu accéder, même si c'est par des moyens compliqués, détournés, à la source de l'information Boko Haram, enfin, État, je ne sais quoi. Je pense que les États, encore une fois, même les opposants, dans certains pays, même les opposants, on a tendance à les assimiler à des complices des terroristes parce qu'ils ont organisé une manifestation. C'est très compliqué, le métier de journaliste, alors qu'il est indispensable, quoi. Stéphanie Hartmann. Tout à l'heure, Jean-Baptiste Placat mettait l'accent sur la formation. Donc, outre la pluralité des médias, la liberté de la presse, c'est aussi la qualité, l'accès, une information de qualité pour les citoyens. Et je pense que ça pêche un peu dans le continent, surtout en Afrique centrale, où il n'y a pas vraiment d'école de journalisme. Voilà, au niveau de la formation. Ou sinon, quand il y a des formations, on confond beaucoup. Il y en a une au Cameroun. Voilà. Non, alors... on confond beaucoup, des fois, souvent, information et communication. Et après, voilà, c'est ça, tout à fait. Et c'est ce qui aussi blesse... Voilà, c'est ce qui fait beaucoup de mal au journalisme en Afrique. Il y a même des journalistes qui affirment avec une certaine satisfaction qu'ils sont communicateurs. Le journaliste, ce n'est pas un communicateur. Et il faut distinguer les deux métiers. Choses. Mais former de bons journalistes coûte cher. Et par le passé, quand, dans les pays francophones en tout cas, l'État avait le monopole de tous les médias, il mettait les moyens. Et il y a quand même 2 écoles de référence au Sénégal et au Cameroun. Même ces écoles ont perdu de leurs moyens et de leur prestige. Et dans les années 90, avec la libéralisation de tout, il y a tous ceux qui savent
plus ou moins écrire pensent qu'ils peuvent être journalistes parce que c'est le métier qu'on choisit quand on a trouvé rien d'autre à faire. Avant de refermer cette édition, je voudrais citer cette phrase de George Orwell, le journaliste britannique. Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, à Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et à Ousmane Diaye du Courrier international. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.